Réception à Kourémalé, à la frontière Mali-Guinée, d'un premier convoi de 52 citernes transportant 2 millions de litres de gasoil sur 4 millions prévus en provenance de la Guinée-Conakry par une mission tripartite composée de la douane malienne, l'Office national des produits pétroliers et conduite par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Une opération qui fait suite à une mission de haut niveau effectuée par la partie malienne en Guinée. Visite de la ministre de la Santé et du Développement social dans 4 grands hôpitaux du Mali. Il s'agit des CHU Professeur Bokar Sidi Sall de Kati, du Point G de Gabriel Touré ainsi que de l'hôpital du Mali. Minatou Sangaré est allé vérifier les nouvelles installations dans ces hôpitaux et se mettre au parfum des insuffisances dans ces structures. Bivouac des élèves de 9e, 10e et 11e année du Prytanée militaire de Kati au camp de Samanko. Une retraite dans le cadre de la journée VIP qui porte sur une série d'ateliers théoriques et pratiques axés sur la formation militaire, la fabrication d'engins explosifs, les combats de manœuvres tactiques ou encore les missions de reconnaissance et de réduction d'ennemis isolés. Merci de rester sur ORTM1. Bonsoir et bienvenue au journal. Le président du Conseil économique, social et culturel, Yacouba Katilé, a été reçu cet après-midi en audience par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Yacouba Katilé est allé rendre compte de sa mission de recueil des attentes et des préoccupations de nos compatriotes vivant aux États-Unis d'Amérique, en Guinée-Conakry, en Guinée équatoriale, au Gabon et en République démocratique du Congo. Le président du Conseil a saisi l'occasion pour remettre au chef de l'État le trophée qui lui a été décerné par les Maliens de Malabo. Yacouba Katilé, à sa sortie d'audience, était au micro de Bouakar Sissoko. Nous venons de rentrer des missions, des recueils annuels, des besoins, des attentes, des problèmes de la société civile conformément aux prescriptions, aux dispositions de la Constitution du Mali. Nous nous sommes rendus en Afrique, notamment dans 4 pays, la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale, le Gabon et puis la RDC. Mais également, nous avons mené une mission au niveau des États-Unis, notamment Washington DC, ensuite Philadelphie, Atlanta et puis New York. Au cours de ces différentes rencontres, il s'agissait d'être en contact avec des Maliens. Il s'agit des besoins, des attentes, des problèmes à leur niveau, dont nous sommes chargés de faire la collecte, à partir desquels nous devons vraiment élaborer le recueil annuel des attentes pour l'année 2022. Et au cours de ces discussions, beaucoup vraiment ont exprimé leur satisfaction de la conduite des affaires au niveau du pays aujourd'hui, surtout la question des refondation. Puisqu'ils sont vraiment satisfaits, sont contents, ils ont décidé de décerner un trophée au président de la transition. Et cela a été exprimé par nos ressortissants qui sont au niveau de la Guinée équatoriale, précisément au niveau de Malabo. Et l'objet de la rencontre ce soir, c'était pour faire la remise de ces trophées et exprimer toute la gratitude de nos compatriotes établis à l'extérieur. Quelle a été la réaction du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, par rapport à cette distinction? La réaction, naturellement, c'est sa vision est en train d'être comprise, sinon elle est comprise par les Maliens. Et que les efforts qu'on est en train de fournir, c'est effectivement l'accompagnement de tout le monde qui puisse faire que vraiment nous puissions avoir un aboutissement aéré dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre aujourd'hui. Et encore comprendre que les défis sont nombreux et que les priorités également sont nombreuses, il faut le dire, mais on ne peut qu'aller étape par étape. Et que c'est le moment idéal, en tout cas la transition, pour gérer ces différentes préoccupations. Audience toujours à Koulouba, cette fois-ci avec la communauté protestante, les tribus Kel Ansar et Kel Idnan. Il a été question de soutien à la transition de paix et de cohésion sociale. Alousseni Touré. La communauté protestante s'engage auprès du chef de l'État à évoquer le Mali et les Maliens dans le prochain rassemblement qu'elle se propose d'organiser dans les prochains jours. Aussi a-t-elle demandé l'accompagnement de l'État. Dans la compréhension des églises, elles nous ont dit, bon, cette fois, nous voulons que vous fassiez un deuxième rassemblement, mais dont le focus est exclusivement la nation. Que Dieu nous aide à voir le pays, le Mali, émerger, que le chef de l'État et son cabinet, le Premier ministre et son gouvernement et toutes les institutions maliennes puissent vraiment avoir une transition heureuse et bénie qui donnera de l'avenir à chaque citoyen dans ce pays. Alors c'est cela le rassemblement que nous projetons le 22 mai
au stade Modibo Keïta. Donc on est venu solliciter non seulement son approbation, mais aussi sa présence et son appui. La délégation de Kel Ansar est venue témoigner son soutien aux autorités de la transition. Nous avons sollicité à rencontrer son Excellence, Monsieur le Président, pour d'abord lui informer de notre soutien à la transition à la République du Mali. C'est que la tribu Kel Ansar a toujours mené comme activité dans le cadre de la paix, sensibilisation de nos populations, pour l'unité nationale, la cohésion sociale, et pour que notre pays retrouve sa tranquillité. La première activité que nous avons menée au nord, c'est la rencontre de Gargando, où nous avons hissé le drapeau du Mali en présence des forces armées maliennes et des autorités maliennes. Ça, c'est en 2016. La deuxième, c'est la caravane pour la paix, pour réconcilier les Maliens, pour empêcher un conflit intercommunautaire à Goundam. La troisième, du moins, c'est à Zarho pour lancer un appel aux communautés du Nord pour le soutien à la République. La quatrième, c'est à Tombouctou où nous avons fait les assises de la tribu Kel Ansar pour demander aux communautés de soutenir la transition et de soutenir la refondation. Même démarche de la part de la communauté Kel Idnan conduite par son chef. Nous avons rencontré le président de la transition, chef de l'État, pour échanger avec lui sur les problèmes, les grands dossiers de la nation aujourd'hui. C'est les dossiers comme l'insécurité, c'est les dossiers comme l'accord de paix, c'est les dossiers comme la transition. Vous savez, soutenir la transition, c'est soutenir le Mali. Nous pensons que la transition aujourd'hui, tous les Maliens ont l'obligation de la soutenir. Ensuite, nous avons échangé avec le président de la transition les difficultés que le pays connaît face à l'embargo qui nous a été imposé par nos voisins. Et nous avons aussi demandé au président d'user de tout son pouvoir pour pouvoir mettre fin à cet embargo. Toutes les communautés se reconnaissent en les actions menées par les autorités et tous se promettent d'accompagner la transition pour une sortie de crise. Une autre audience, cette fois-ci à la primature, où le chef du gouvernement, le Dr Choguel Kalamaïga, a reçu cet après-midi une délégation du cercle de Djéné. Cette délégation composée des notabilités est venue faire le point de la situation socio-sécuritaire dans le cercle. Au cours de la rencontre, il a été question de la prise en charge des déplacés et du rétablissement de l'électricité dans la ville. Nous reviendrons sur cette audience dans nos éditions de demain avec Abdul Karim Kaba. Les villages de Sonki dans le Karta, Bagé à Bladougou, Dianfoukourou dans le Gangana et Gunsana dans le Banya Ganadougou ont inauguré hier leur château d'eau. L'initiative s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, Ouartem Kita Mahamadi Alioubari. Les populations de certaines localités dans le Bladougou, Karta, Gangaran et le Banyakadougou viennent de recevoir de l'eau potable. Ces châteaux d'eau modernes contribueront à améliorer leurs besoins en eau potable. Toute personne qui t'offre de l'eau t'a tout donné. Salut à toutes les instances de la transition avec reconnaissance. Depuis le temps du Modibo à nos jours, nous avons connu la rivière maintenant. Reconnaître la transparence dans la gestion au Mali, c'est avec cette transition-là. Il faut veiller vraiment à l'assainissement tout autour des points d'eau potable. Toute notre reconnaissance à l'équipe du programme de conduite des actions du président de la transition dans notre région, pour la dextérité avec laquelle ils ont conduit le programme, mais aussi pour ceux qui l'ont mis en œuvre, c'est-à-dire ceux qui l'ont exécuté sur le terrain, l'ont fait d'une façon assez extraordinaire. Et je pense que cette technicité qui frise la chance a fait que nous avons eu de l'eau partout au premier essai et de l'eau de très bonne qualité. Ces forages ont beaucoup d'avantages. Sur le plan sanitaire, ça va réduire la mortalité et la morbidité en général et infantile en particulier. Sur le plan scolaire, ça va éviter la déperdition scolaire. Et le troisième point que je vais citer, non le moindre, ça va surtout favoriser l'autonomisation des femmes. Ces infrastructures de Sonki, de Bagé, de Massala, de Djonfakourou et de Gounsama qui viennent d'être inaugurées portent à neuf le nombre de forages dont la région de Kita vient de bénéficier dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition.
Réception à Kourémalé, à la frontière Mali-Guinée, d'un premier convoi de 52 citernes transportant 2 millions de litres de gasoil sur 4 millions prévus en provenance de la Guinée-Conakry par une mission tripartite composée de la douane malienne, de l'Office national des produits pétroliers et conduite par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Une opération qui fait suite à une mission de haut niveau effectuée par la partie malienne en Guinée. Bokar Bablé Touré. Kourémalé, village frontalier Mali-Guinée, est choisi par la délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali pour réceptionner le premier convoi de 52 citernes transportant 2 millions de litres de gasoil en provenance de la Guinée-Conakry. Ce début de partenariat qui voit ainsi le jour dans ce domaine entre les deux pays est le fruit d'une mission de haut niveau effectuée par la partie malienne en terre guinéenne suite à l'embargo imposé à notre pays par la CEDEAO. Nous avons échangé avec les autorités guinéennes, voir dans quelle mesure on peut balancer une partie de nos trafics en hydrocarbures sur le port de Conakry. Nous avons échangé avec SONAP là-bas, équivalent à l'ONAP. On leur a demandé de nous céder une partie des stocks disponibles déjà à Conakry. Les autorités guinéennes ont promis à l'État malien de les céder 4 millions de litres de gasoil. Les pays à partir desquels nous nous approvisionnons ont les mêmes difficultés d'approvisionnement. Mais les dispositions sont en cours avec des contacts pris par nos autorités, à l'endroit des autres autorités qui nous entourent, vraiment pour que l'approvisionnement régulier continue pour éviter tout risque de pénurie. Ce premier convoi est arrivé en terre malienne grâce à une collaboration entre les douanes maliennes et guinéennes. C'est par devoir que nous sommes en train de travailler pour traduire dans les faits les orientations des plus hautes autorités pour pouvoir accompagner et soulager et améliorer la résilience des populations. Nous sommes aujourd'hui sur le terrain pour voir concrètement comment ça se passe au niveau des bureaux frontaliers, puisque les deux DG se sont engagés à traduire en réalité en tout cas la coopération au haut niveau entre les deux autorités des deux pays. Occasion aussi pour le directeur général des douanes du Mali de rencontrer le chef de bureau des douanes de Kourémalé, Guinée. Rencontre au cours de laquelle il a remercié les autorités guinéennes pour les efforts consentis en faveur de notre pays dans ce contexte d'embargo. À la COP 15 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, notre pays a honoré ses engagements, ce grand rendez-vous, avec la participation d'une vingtaine d'experts environnementalistes. L'une des plus grandes attentes pour le ministère en charge de l'environnement et la recherche de financement pour ces projets et programmes. Envoyés spéciaux Mohamed Kaintao et Idrissa Traoré. Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire. C'est cette ville, considérée comme la plus peuplée de l'Afrique de l'Ouest francophone, qui abrite la 15e édition de la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse. Le Mali, représenté par une forte délégation d'experts en environnement, fait partie des 197 pays invités pour faire des propositions de solutions à la dégradation des terres. Nous sommes là pour deux raisons majeures. La première raison, c'est que le Mali a adhéré à 3 conventions majeures. Celle relative à la désertification, celle relative au changement climatique, celle relative à la biodiversité. Et d'autre part aussi, il y a des initiatives majeures également, telles que la restauration des terres, la restauration de la biodiversité et la gestion intégrée des ressources en eau. La deuxième raison, c'est que la COP, c'est un lieu où des engagements se passent, où des annonces sont faites, où des opportunités se présentent. Il était important pour nous aussi de saisir tous ces aspects-là pour mieux conduire la mise en œuvre des initiatives et des... Fane n'est pas là. Le Mali... Un autre pays prépare activement sa participation à la réunion de haut niveau des ministres du secteur de l'eau et de l'assainissement prévue les 18 et 19 mai prochains à Jakarta en Indonésie. Cette rencontre est une occasion d'établir des liens avec d'autres secteurs en vue d'accroître la priorité accordée à l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les politiques nationales. En prélude à cette réunion, chaque pays élabore une fiche appelée fiche pays. C'est dans ce cadre que se tient un atelier d'examen et de validation de la fiche pays du Mali. Mamadou Fane.
Le Mali a adhéré à l'initiative SOA, assainissement et eau pour tous, pour mettre fin aux inégalités relatives aux droits fondamentaux à l'eau et à l'assainissement. Depuis cette date, de nombreux progrès ont été réalisés dans ce domaine. L'atelier d'examen et de validation de la fiche pays vise à contribuer à la réussite de la participation malienne à la réunion des ministres du secteur de l'eau à Jakarta, en Indonésie, les 18 et 19 mai prochains. La fiche pays, c'est un document qui fait ressortir essentiellement la situation du secteur de l'eau et de l'assainissement, les actions majeures réalisées par les Mali avec l'ensemble des catégories d'acteurs pour soutenir la mise en œuvre des priorités maliennes et pour renforcer le leadership du gouvernement du Mali en vue de la réalisation de l'ODD6. La réunion des ministres du secteur de l'eau et de l'assainissement à Jakarta va donner des opportunités à notre pays de montrer les progrès réalisés et aussi d'attirer des investissements pour la réalisation de l'ODD6. Cette rencontre qui regroupe les acteurs de la société civile et leurs différents partenaires est destinée à intégrer les priorités du Mali dans la fiche pays proposée par les membres du comité national de choix et amener les décideurs à percevoir les enjeux liés à la participation du Mali à cette grande rencontre internationale. Au regard des enjeux de cette réunion, une participation minutieuse est nécessaire pour garantir le succès de la participation du Mali, qui a fait de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement un des axes prioritaires du cadre stratégique pour la relance économique du développement durable, 2019-2023, qui ambitionne un taux de couverture de 100% à l'horizon 2030, conformément aux objectifs du développement durable. Notre pays est à la fois pionnier du mécanisme de redevabilité et membre du comité directeur du choix, d'où l'importance de cet atelier pour une participation de qualité à cette rencontre dont le thème est mieux avancé pour la reprise et la résilience. La cité touristique légendaire de Sibi, à quelques encablures de Bamako, abrite la conférence d'évaluation et de clôture du projet Action de coopération Sud-Sud en matière de migration. Les experts du ministère en charge des Maliens établis à l'extérieur, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les représentants des collectivités et de la société civile ont loué les résultats du projet en 3 ans d'exercice. Bouakar Sissoko. Cette conférence fait le bilan de 3 ans du projet Action de coopération Sud-Sud en matière de migration et elle consacre sa clôture en même temps. Intervenant par visioconférence depuis le Maroc, la coordinatrice du projet estime qu'au bout de 3 ans d'activité, les résultats atteints sont satisfaisants. Selon elle, le projet a permis aux 4 pays, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal, d'acquérir des méthodes idoines de gouvernance des questions de migration et développement. Plus de 3 ans de mise en œuvre, l'action de coopération Sud-Sud en matière de migration a réussi à mettre en avant une migration positive et humaine et a démontré toute l'importance de la coopération Sud-Sud pour la gouvernance dans le secteur de la migration. Les acquis du projet sont à pérenniser. Ils permettent à nos pays respectifs de mutualiser les efforts pour une meilleure gouvernance de la problématique de la migration. La mise en œuvre de ce projet a mis en lumière nos capacités à avancer ensemble, ce qui nous a permis d'atteindre des résultats tangibles. Je lance un appel à nos partenaires des pays de l'Union européenne d'aller dans une nouvelle phase de ce projet tout en consolidant les acquis et en accompagnant l'opérationnalisation des outils conçus tels que le fonds d'appui à l'investissement productif de la diaspora. Il est à rappeler que le projet Action de coopération Sud-Sud en matière de migration a été cofinancé par l'Union européenne et l'Allemagne. Il a été mis en œuvre par la GIZ et Expertise France. Bivouac des élèves de 9e, 10e et 11e année du Prytanée militaire de Kati au camp de Samanko, une retraite dans le cadre de la journée VIP qui porte sur une série d'ateliers théoriques et pratiques axés sur la formation militaire, la fabrication d'engins explosifs, les combats de manœuvres tactiques ou encore les missions de reconnaissance et de réduction d'ennemis isolés. Reportage signé Fadema Keita. Les engins explosifs improvisés posés sur les voies par les terroristes font beaucoup de dégâts civilo-militaires.
Autant alors expliquer aux futurs officiers et sous-officiers du Prytanée militaire de Kati, à partir des 3 dispositifs de mise de feu, comment ils explosent après fabrication. C'est pour montrer aux élèves, comme ils avaient déjà appris dans la salle de classe, comment détruire plusieurs objectifs en même temps à partir d'un seul dispositif de mise de feu. Nous sommes à la phase finale de notre cours sur les explosifs et les artifices. Maintenant, nous allons procéder à la mise à feu de notre charge de destruction, un dispositif circulaire. Mise à feu. Loin des champs de bataille, ils parviennent à décrire et à donner l'importance de la boussole Silva, à faire la différence entre un trou individuel et un trou collectif en profondeur abrité par un binôme, les bernes, fortifications ou parapets et le paradeau qui les entoure. Devant des officiers supérieurs, ils expliquent l'utilité de l'emplacement d'urgence, le camouflé, un poste abrité non camouflé, très vulnérable ou exposé. Dans l'atelier d'armement, ces futurs protecteurs des hommes et de leurs biens savent déjà les poids des armes qu'ils utilisent, mais aussi sont capables de les démonter, les monter, même les yeux bandés. Nous sommes ici pour sanctionner nos cours théoriques en pratique, à savoir un brevet militaire élémentaire et un brevet militaire supérieur, dirigé par les élèves de 11e, 10e et 9e. Sur le plan militaire, pour ceux qui vont continuer dans l'armée, vous savez qu'au Prytanée militaire de Kati, nous avons pour mission de donner des cours académiques et également des cours militaires pour ceux qui vont continuer dans la vie civile. C'est pourquoi ces 2 brevets seront sanctionnés pour donner à ceux qui vont poursuivre la carrière militaire. Ils sont aussi soumis à des exercices de tir lors de cette journée VIP du Prytanée militaire. Lors d'un combat de manœuvre tactique, un groupe de combattants reconnaît une maisonnette, un point suspect. Une autre mission tient à la réduction d'ennemis isolés. Lors des échanges de tirs, des ennemis tombent. On a fait 2 missions. Une mission de reconnaissance d'abord et qui a suivi une mission de réduction d'une résistance isolée. Sentiment de joie, de fierté. Avec ce que nous avons vu, on se dit qu'on a des cadres, des futurs cadres valables qui vont dignement défendre ce pays. Ceux qui donnent leur sang pour le Mali sont le fruit d'une série de formations, exercices théoriques et pratiques de base reçus dans les écoles militaires du pays et dans des camps comme celui de Samanko. Ce camp est surtout un lieu d'aguerrissement des sous-officiers formés ailleurs, par exemple ceux-là venus de Banankoro-Ségou. La journée prend fin au terrain de l'école fondamentale de Katibougou par la remise d'une tonne de riz, de demi-tonnes de sucre et d'autant de mil et des jeux de maillots et de ballons de football aux 2 villages, à savoir Tigatotorodo et Katibougou. C'est pour montrer à la population que l'armée fait partie de la population. L'armée et la population, c'est une seule famille. Donc c'est ce qui nous pousse à faire une action civilo-militaire dans la ville de Katibougou. Un match amical de football oppose aussi l'équipe du Prytanée militaire et celle formée par les villages bénéficiaires. Visite de la ministre de la Santé et du Développement social dans 4 grands hôpitaux du Mali. Il s'agit des CHU professeur Bokar Sidi Sall de Kati, du Point G, de Gabriel Touré, ainsi que de l'hôpital du Mali Djeminatou Sangaré, est allé vérifier les nouvelles installations dans ces hôpitaux et se mettre au parfum des insuffisances dans ces structures. Baraki Sawatara, Djelima Gandjabate. C'est la 3e fois en moins d'1 an que la ministre de la Santé et du Développement social se rend à l'hôpital professeur Bokar Sidi Sall de Kati. Pour qui connaît cette structure, elle est spécialisée dans la prise en charge des accidentés. Pourtant, ici, les salles d'hospitalisation en traumatologie ne répondent plus aux normes et ce ne sont pas les seules insuffisances. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont des difficultés en termes d'équipement, de plateaux techniques. En dehors de ça, il y a les déficits en personnel, que ce soit le personnel paramédical ou même le personnel médical. Donc nous avons quelques déficits à ce niveau. Quant à l'hôpital du Point G, la plus grande formation sanitaire du Mali et la dernière référence, elle fait face aujourd'hui à un manque de ressources humaines. J'ai eu l'occasion de voir tous les différents services et partout c'est la même question cruciale de ressources humaines qui se pose.
Et par rapport à ça, je crois que l'État est en train de prendre des dispositions. Un premier concours de recrutement a été fait, un éventuel concours, un deuxième autre concours est en cours de préparation avec les autorités. Donc le deuxième problème, il est inhérent à tous les CHU, ce sont les restrictions budgétaires, eu égard la situation économique du pays, et ceci a un impact réel sur la vie de l'hôpital. Au CHU Gabriel Touré, le constat est réconfortant. Le nouveau bloc opératoire des urgences, le service de réanimation et l'imagerie médicale sont dotés de nouveaux équipements. Cette visite de la ministre a permis au directeur général de mettre fin aux rumeurs d'insuffisance d'eau à la morgue. Mais pour la question d'eau, vous avez pu témoigner. Je crois que quand on m'a signalé cette question-là, j'ai mis les services techniques pour regarder de plus près ce qu'il y en a. C'est cet exercice-là qu'on a fait. On s'est rendu compte effectivement qu'à Gabriel Touré, on n'a pas de problème d'eau. Et vous avez pu voir vous-même aujourd'hui, vous êtes rentré. L'hôpital est sur le réseau Somagep. On va me dire qu'à cette période de l'année, la Somagep ne donne pas beaucoup d'eau, c'est vrai. Mais Gabriel Touré a des forages équipés de châteaux qu'on a mis sur l'ensemble du circuit de Gabriel Touré. Donc même si c'était avéré qu'il n'y avait pas d'eau au niveau de la morgue, mais pourquoi ne pas prendre de l'eau à l'intérieur de l'hôpital? Enfin, à l'hôpital du Mali, dernière étape de cette visite, de grands projets sont également en cours. Mais aujourd'hui, les vrais problèmes ont pour nom vétusté des équipements, insuffisance de ressources humaines en quantité et en qualité. Et surtout le personnel infirmier, le personnel de soins. On a une grande insuffisance dans ce domaine. En plus de cela, il y a aussi le problème d'insuffisance des ressources financières. L'hôpital du Mali, depuis l'ouverture jusqu'à maintenant, on est avec des gros équipements qui sont quand même vétustes maintenant et qui nous posent, dont la maintenance nous coûte excessivement cher. Après cette série de visites qui a duré toute une journée, la ministre, visiblement satisfaite, a fait des promesses quant à l'acquisition très prochaine d'autres équipements de dernière génération. Je peux dire que des problèmes sont déjà en cours de résolution. Je prends l'exemple, par exemple, de la radiothérapie au niveau de l'hôpital du Mali. Le processus est en cours depuis l'année dernière, il est presque bouclé. Pour changer l'accélérateur linéaire qui sert à la radiothérapie des patients atteints du cancer, à qui nous souhaitons prompt rétablissement. Au niveau du CHU du Point G également, le chantier de chirurgie cardiovasculaire que nous avons trouvé qui était à l'arrêt, ce chantier est en train de redémarrer parce qu'il a tellement traîné qu'il a fallu faire un avenant pour autoriser de continuer, de reprendre les travaux. Donc ce processus aussi est bouclé, ce chantier va reprendre. Et concernant le chantier d'unité multifonctionnelle au niveau du CHU de Kati aussi, ça avance très bien. Les équipements, et nous avons un grand projet cette année, beaucoup d'investissements pour le CHU de Kati. Pour l'hôpital du Mali aussi, il y a de gros projets qui sont en cours cette année. Et pour le CHU Gabriel Touré, nous avons noté également les problèmes et j'ai tenu à visiter toutes les morgues de tous les hôpitaux visités. Il n'y a pas de problème au niveau des morgues. Les morgues fonctionnent très bien. Et également, je voudrais rassurer la population que c'est vrai qu'il y a des problèmes, comme partout, mais d'énormes efforts ont été faits et que les efforts continueront à être fournis. La ministre est également dans la logique de réhabilitation et d'extension de ces hôpitaux afin de les rendre conformes aux normes internationales dans le but de réduire le plus possible les évacuations sanitaires. Les cotonculteurs du cercle de Kita ont rencontré le mandataire judiciaire de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali. Plus de 300 producteurs de 7 secteurs ont évoqué leurs préoccupations avant les premières pluies. Envoyés spéciaux, Moïse Traoré, Taïeb, Adjaviakoy. Le paiement de la quote-part et l'immatriculation à l'OADA font partie de la conditionnalité qui précède l'éligibilité à la Confédération des sociétés coopératives du coton. À cela, il convient d'ajouter l'enregistrement au registre de la coopérative. L'article 9 de l'acte uniforme OADA sur les coopératives est très clair. C'est cet article qui dit que chaque coopérative doit disposer des registres qu'on appelle le registre des adhérents, le registre des membres. On a fait un appel d'offres fermé et restreint, je veux dire. On a consulté 7 imprimeurs à Bamako
pour leur demander de nous faire des propositions, une offre technique et financière pour la confection de 1000 registres. À Kati, il est expliqué que l'État a consenti une substantielle subvention pour l'approvisionnement en engrais. Malgré l'embargo, les importateurs sont à la tâche. Si certains producteurs n'ont pas encore perçu les retombées financières de leur travail, le mandateur assure que cela ne saurait tarder. Les ristournes sont payés après l'évaluation des bénéfices. On va informer tous les coopératives du secteur, les principes que les choisis avec les mandataires et son sous-délégués. Tous les coopératives soient en place avant l'élection. Réunir les producteurs au début de l'hivernage, vraiment c'est très bien. Mais il n'a pas fait ça à temps. Il fallait faire ça depuis le début de son mandat. Outre les cotonculteurs de Kati, cette assemblée a regroupé ceux des secteurs de Kangaba, Faladje, Bankumana, Sirakorola, Kolokani et Koulikuru. Appel à mobilisation du mouvement Yerewolo debout sur les remparts à son siège 6 à Bolibana. Un appel lancé dans le cadre de l'organisation des meetings de soutien aux femmes. Meeting prévu ce vendredi 13 mai sur le boulevard de l'Indépendance. Compte rendu avec Valentin Roger Diallo. Rester debout sur les remparts et continuer à faire bloc derrière les FAMA, c'est la détermination sans faille du mouvement Yerewolo. Les membres et sympathisants sont d'ailleurs réunis pour appeler la population à sortir massivement ce vendredi 13 mai sur le boulevard de l'Indépendance. Des médias internationaux, des puissances internationales s'adonnent à des calomnies, à des mensonges, à des manipulations, à des accusations graves contre cette armée qui est en train de réussir en quelques mois, c'est que certaines puissances complices ont essuyé pendant des années. Donc c'est pourquoi nous devons sortir pour montrer que nous constituons une base très solide comme stipulé notre sacrée devise un peuple, un but une fois, derrière notre vaillante armée jusqu'à la victoire finale. Le mouvement appelle également les autorités à rester dans la dynamique de refondation de l'État. Yerewolo, debout sur les remparts, est prêt à les accompagner jusqu'au bout. Nous saluons le leadership vigilant et éclairé du président libérateur Assimi Goïta et dire que nous sommes un peuple résistant, nous sommes un peuple debout. Après 4 mois d'embargo, nous allons continuer à rester debout sur les remparts jusqu'à la victoire finale. Après cette mobilisation, les responsables entameront une tournée à l'intérieur du pays et dans certains pays de la sous-région, notamment le Burkina Faso et le Niger. L'objectif est de continuer à dire non à la politique française en Afrique. Tenue du café politique du projet d'école de formation démocratique et politique, la cérémonie s'est déroulée à travers une visioconférence qui a réuni des conférenciers du Mali, du Niger et du Burkina Faso. L'objectif est de renforcer la bonne gouvernance à travers les compétences et les valeurs des jeunes politiques de la société civile. Les détails avec Alpha Maïga. La présente cérémonie est une initiative du projet d'école de formation démocratique et politique. Elle est dénommée Café politique. En clair, il s'agit de l'éducation à la démocratie. À cette occasion, le Café politique a regroupé à travers cette visioconférence les jeunes de 3 pays, le Mali, le Burkina et le Niger. Cette éducation à la démocratie favorise la bonne gouvernance en donnant aux citoyens les compétences et confiance dont ils ont besoin pour devenir des membres actifs de leur société et demander des comptes à leur gouvernement. Au cours des échanges, il a été question des jeunes face à l'extrémisme violent au Sahel. Enjeux, défis dans la refondation de nos États. Le choix de la jeunesse à travers le projet d'école de formation démocratique et politique se justifie. Selon les initiateurs, la jeunesse est l'espoir de demain. Nos écoles politiques et démocratiques représentent un programme de renforcement des capacités. Ces écoles aident à s'assurer que la prochaine génération sera capable de mettre en pratique les valeurs politiques conformes aux besoins de chacun des pays où l'expérience est menée, en devenant ainsi, pour chacun des bénéficiaires, des leaders politiques de demain. S'agissant des perspectives, il faut noter la tenue de cafés politiques dans les régions, débats citoyens, aussi des écoles politiques et démocratiques rurales, tout en mettant en relief les compétences et valeurs des jeunes politiques. Le café politique bénéficie de l'appui de l'Union européenne. Voilà, nous vous proposons à présent le bon élément sur la participation de notre pays, le Mali, à la COP 15 qui s'y tient à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Récit de nos envoyés spéciaux Mohamed Kaintao et Idrissa Traoré.
La COP 15 d'Abidjan, c'est aussi l'exposition des produits agricoles et ceux de l'économie verte. 100 stands sont installés pour la circonstance. Pourtant, aucun Malien ne figure parmi les exposants. Les sanctions de la CEDEAO sont-elles passées par là? Oui, le Mali est sous embargo, mais cela n'a pas impacté notre présence ici à la COP 15 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et puis nous, la délégation du Mali a été dotée par les hautes autorités du pays. Et on a eu les pleins pouvoirs qui nous a permis d'être dans toutes les séances de négociation. Nous compatissons tous avec la situation qui prévaut actuellement au Mali, qui est un pays membre fondateur de l'initiative Grande Muraille Verte. On ne peut pas oublier le Mali parce que le Mali est membre fondateur, parce que le Mali est au centre du tracé de la Grande Muraille Verte et parce qu'il y a des programmes transfrontaliers qui touchent des populations qui sont à la fois au Sénégal et au Mali, en Mauritanie et au Mali, au Niger et au Mali, au Burkina et au Mali. La Convention cadre des Nations Unies sur la désertification et la lutte contre la sécheresse a été adoptée le 17 juin 1994. Le Mali l'a signée la même année et ratifiée un an plus tard, c'est-à-dire en octobre 1995. Aujourd'hui, notre pays est confronté aux sanctions de la CEDEAO et malgré cette situation énigmatique, il a tenu à honorer ses engagements à ce rendez-vous interplanétaire. En venant à cette COP, c'est l'occasion pour nous de nouer les partenariats, de contacter des partenaires potentiels qui vont vraiment nous aider à trouver des financements pour la mise en œuvre de l'initiative Grande Muraille Verte sur les segments maliens. Qui parle de diversification, parle d'un problème majeur du Mali. Cette COP, elle est aussi stratégique pour nous. En tant que JVE Mali, jeune volontaire pour l'environnement, car on s'est donné le combat qui est la protection, promotion et sauvegarde de l'environnement, mais plus particulièrement des réserves de biosphère. L'une des attentes du ministère en charge de l'environnement à cette rencontre, c'est la recherche et l'acquisition de financements pour ces projets et programmes transformateurs de dégradation des terres indispensables au genre. À ceci s'ajoute le projet de gestion durable des terres et des eaux. Commémoration hier 11 mai de la mort de Mamadou Konaté, c'est lui qui fut vice-président de l'Assemblée nationale française et qui a dirigé le Soudan. Dans son dernier discours, le panafricaniste disait « Nous sommes tous appelés à mourir, ceux qui ne meurent pas ». C'est le pays 66 ans après. Cette citation est toujours d'actualité, surtout par rapport à la situation que traverse notre pays. Alpha Maïga. Nous sommes au quartier Bamako-Koura, en commune 3 du district de Bamako, dans la famille de cette figure historique politique. Mamadou Konaté, décédé il y a 66 ans à l'âge de 59 ans. Et c'est bien en sa mémoire que ces quelques versets du Saint-Coran sont récités. Mamadou Konaté n'est pas n'importe qui. Pour le Soudan et pour le Mali, depuis plusieurs années, l'association portant son nom et la famille et l'État ont régulièrement célébré cet événement du décès de Mamadou Konaté le 11 mai 1956. Pour tout ce qu'il a été pour l'Afrique et pour le Soudan et au Mali, politiquement, l'homme qui a initié et fondé le Rassemblement démocratique africain pour l'indépendance de toute l'Afrique, avant d'aboutir à la création de l'Union soudanaise RDA, qui a permis l'indépendance du Mali. L'homme social, humaniste, un des hommes pour lesquels il y a rarement l'unanimité sur la valeur humaine de l'homme. Nombreux les membres de sa famille biologique et politique, sympathisants, venus pour commémorer sa disparition. Opportunité toute trouvée pour livrer un message. Le message particulier, c'est que Mamadou Konaté mérite d'être relevé à un niveau plus grand que celui qu'il est aujourd'hui. Il y a l'hymne des pionniers. Notre Père Konaté, nous voulons ta foi, nous voudrons ta foi. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe qui. Il mérite d'être célébré
pas simplement par une association ou une famille, mais par la nation malienne. Face à la situation que traverse le pays, le sujet s'est invité à cette journée de recueillement. Mali a besoin d'être avec tous ses frères, tous ses amis. Il était celui qu'on a opposé à des hommes. Il leur a montré que jamais il n'a eu d'opposants ni d'ennemis, mais que des frères et des parents. En attendant, c'est bien lui qui disait « Je mourrai tranquille. J'ai confiance en vous. Soyez fermes et vigilants, tout en sauvegardant la collaboration avec tous les éléments de la population. Nous sommes tous appelés à mourir. Ceux qui ne meurent pas, c'est le pays. Pensez donc au pays », a-t-il conclu. Voilà, vous avez certainement suivi le reportage de la rédaction dimanche dernier sur Ben Bourama Karambe. En dépit de son handicap physique, Karambe est chargeur de camion. En réaction à ce reportage, l'opérateur économique Oumar Barouni Gambi s'est engagé à lui construire une maison F4 plus un chèque de 2 millions de francs CFA. La pose de la première pierre de la maison est prévue dès la semaine prochaine. À suivre après ce journal, l'émission Débat Malikoura Tassira qui permet aux membres du gouvernement de faire le bilan de leur département. L'invité de ce soir est le ministre des Affaires religieuses du culte, ministre des Affaires religieuses du culte et des coutumes qui interviendra en langue française et en langue nationale bamanankan. Voilà, ceci met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.